Quel beau plaisir que de trouver sur une tablette de bibliothèque, de librairie, cette nouveauté dont l'auteur est présent à l'écran en ce moment. En l'occurrence, je te dis un bonjour Bonjour parce que Winston, ravi de te jadis, retrouver. Stéphane Lépine, on a jadis frayé dans les mêmes parcours, dans les mêmes chemins, plutôt théâtraux, mais tu as aussi une carrière littéraire. Tu es un homme qui aime écrire, tu es t'es un homme de création, et j'aimerais que tu me situes ce livre qui vient de paraître, qui se veut un livre hommage à une personne qui a écrit pendant des années dans Le Devoir, qu'on a entendu à Radio-Canada, à la radio, dans toutes sortes de situations, mais toujours autour d'une même passion, le cinéma. Alors, raconte-moi, mets la table pour ce magnifique livre que j'ai lu avec plaisir. C'est vraiment très gentil, Winston. En fait, depuis quelques années, dans ce pays dont la devise est Je m'oublie, je m'emploie à rendre hommage à des personnes qui me semblent avoir été importantes et qui me semblent ne pas avoir reçu toute l'attention qu'elles méritent. Je dis elles parce que jusqu'à maintenant, ce sont des femmes, en l'occurrence l'historienne, sociologue, écrivaine Régine Robin, la femme de théâtre Michel Rossignol et donc Francine Laurando. Ce sont des femmes que j'ai connues très bien, qui étaient, j'ose le dire, plus que des camarades, des amis, et je considérais important de laisser une trace de leur travail exceptionnel dans des créneaux différents. Francine, comme toi, je l'ai connue comme lecteur dans Le Devoir, puis elle a été ma collègue à la défunte chaîne culturelle de Radio-Canada. On n'était pas des intimes au départ, je le dis même dans ma préface. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à la tutoyer. Je n'osais pas. Pour moi, c'était non pas une icône, parce qu'elle avait absolument rien de l'icône, tu en conviendras, mais j'avais une sorte de respect pour elle et un écart d'âge aussi, bien évidemment, qui faisait en sorte que j'avais un rapport même un peu distant. Et ce n'est qu'au moment de son départ de Radio-Canada que j'ai enfin osé le tu. Et nous sommes devenus, oui, j'ose le dire, de très, très bons amis et elle avait consacré sa vie au cinéma. Et sans jamais imposer quelque autorité que ce soit d'ailleurs. Elle appartient à cette race rare de critiques, elle n'oserait pas même employer le mot, d'accompagnateurs, dans son cas du cinéma, qui croyaient en la transmission et qui ne faisait jamais écran entre elle et le cinéma. Nous ne nommerons personne, mais on les connaît, Winston, ces critiques qui animent leur queue de pan vibratile pour mieux se pavaner sur le dos des œuvres. Ce n'était absolument pas le cas de Francine, qui était d'une belle humilité, mais qui en même temps avait une connaissance du milieu par son compagnon Jean-Claude Labrec et du cinéma international, comme peu de gens pouvaient avoir à son époque et ont encore aujourd'hui. Mais jamais elle ne s'en vantait. Pas plus qu'elle ne se vantait d'avoir été une pionnière, parce qu'elle a été l'une des premières, sinon la première critique femme au Québec. Et dans le monde même, il y avait très peu de femmes de sa génération qui ont ainsi consacré 50 ans de leur vie à se faire passeuse, transmetteuse du cinéma. Pour toutes ces raisons, il me semblait essentiel qu'il y ait un ouvrage qui lui soit consacré, et j'en étais d'autant plus heureux le mois dernier lorsqu'on en a appris sa mort, le 29 avril dernier, qu'il y ait aujourd'hui un livre qui nous permet de savoir qui était cette femme, lire quelques-uns de ses textes, lire des témoignages de gens qui avaient du respect, de l'estime pour elle, des gens venus de tous horizons avec des regards, des points de vue différents, et l'entendre parler elle, puisque j'ai eu un long entretien avec elle que je reproduis dans le livre. Il y a un sous-titre qui est très joli d'ailleurs. Celle qui aime. Et t'as Voilà, pigé c'est beau. ça où? Parce que, parce que c'est au départ une blague. C'est-à-dire que il arrivait très certainement, il est très très souvent, que nous ne soyons pas tout à fait d'accord, Francine et moi. On n'aimait pas les mêmes choses. Bon, ça ne faisait pas de nous des ennemis, au contraire, mais on naviguait pas dans les mêmes eaux.
Et je me souviens très souvent avoir partagé avec elle mon enthousiasme pour certains films, et elle me regardait avec son sourire de sphinx en me disant, ben, ce sont ceux qui aiment qui ont raison. Évidemment qu'elle ne le pensait pas, mais c'était pour elle presque une position éthique. C'est-à-dire qu'elle ne parlait pas des œuvres qu'elle n'aimait pas. Elle ne descendait pas en flammes des films qui, à ses yeux, ne méritaient pas qu'on s'en porte. Bon. Par contre, elle pouvait à certains moments remettre des pendules à l'heure quand le délire médiatique faisait en sorte que l'on louangeait une œuvre qui n'en valait pas la peine. Il pouvait arriver, oui, qu'elle remette les pendules à l'heure. Mais essentiellement, Francine parlait des œuvres qu'elle aimait, des cinéastes qu'elle aimait, des cinéastes qui avaient une œuvre, qui poursuivaient une œuvre. Elle était celle qui aimait. Et je me suis rendu compte, pour en avoir parlé à plusieurs des personnes qui signent un témoignage, que c'était quelque chose de partagé. Il n'y a pas qu'à moi qu'elle avait dit, ce sont ceux qui aiment qui ont raison, même si je le répète, elle ne le pensait certainement pas. Alors, je trouvais que oui, c'était un joli titre. Et plus encore, ça nous montre une femme qui aimait le cinéma et qui souhaitait partager cet amour beaucoup plus que ses coups de gueule. Ça rejoint une certaine douceur chez elle que l'on pouvait deviner ne serait-ce que par son regard, Ouais, son ton de voix et sa façon d'aborder des passions, par exemple, cette passion qu'elle avait pour le cinéma d'Europe de l'Est ouais, et le cinéma français des ouais, années Truffaut et compagnie. ouais. Mais imagine, elle arrive à Paris, elle est née en 36, elle arrive à Paris au début des années 60. Elle était née à Paris, mais c'est le hasard des voyages de ses parents qui font en sorte qu'elle est née à Paris. Elle n'avait pas connu Paris. Elle découvre Paris dans la jeune vingtaine. Alors, imagine, Winston. Elle arrive à Paris au moment d'ailleurs où des femmes de théâtre comme Michel Rossignol et Patricia Nolin sont là, pour d'autres raisons. Ben, on peut imaginer ce que ça peut signifier d'arriver à Paris au moment où sortent les films de Godard, de Truffaut, de Resnais et compagnie. Elle a monté dans un train en marche qui, pour elle, a été un foudroiement, là, bien sûr. Et ça aussi, c'est quelque chose qui faisait en sorte que nous n'étions pas complètement sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a un peu incompatibilité de caractère entre les Français et moi, sauf que ce sont ceux qui aiment qui ont raison. Elle a très bien parlé du cinéma français de cette époque, elle l'a accompagné, et elle a pu, grâce à sa présence à Paris au début des années 60 et dans les années qui ont suivi, être témoin de cette affirmation des cinémas nationaux. On l'a connu au Québec, mais on l'a connu, oui, au Brésil, en France et en Europe centrale et en Europe de l'Est, où elle est allée. Elle a été une des premières critiques à aller en Yougoslavie. Elle le raconte dans un entretien, c'est presque drôle, où elle assistait à des projections de films sans sous-titres avec des gens officiels de, de l'ambassade derrière elle pour lui souffler une traduction. On en rit, sauf qu'elle a été une pionnière. Et nous qui sommes âgés, disons-le, on se souvient des années où au cinéma Outremont, Roland Smith présentait des rétrospectives du cinéma polonais, tchèque, yougoslave et compagnie. Ben, c'est elle qui en parlait, qui consacrait de grands papiers dans le Devoir, qui en parlait à la radio de Radio-Canada et qui faisait en sorte que ces cinémas avant la chute du mur, là, on se comprend, qui était d'une grande importance, pouvait être présenté ici et avait une traductrice, en quelque sorte, qui nous donnait les clés pour y avoir accès. Parce que Francine est passée par Sciences Po. Il faut jamais l'oublier. Une femme de gauche, lorsqu'elle est allée à Paris, c'est pour faire des études dans Sciences Po. Et elle a toujours eu un regard euh, aigu, sociopolitique aigu. Et c'était peut-être son entrée en matière sa première entrée en matière lorsqu'elle abordait le cinéma, ce qui ne l'empêchait pas d'apprécier un cinéma désengagé, si je puis dire, mais la lunette sociopolitique a toujours été celle qu'elle a privilégiée. Faut dire qu'il y a un legs culturel chez elle qui est quand même très fort. Rappelons que son père, c'était André Laurendeau, et Ouais, qu'elle a été élevée, elle a grandi dans un milieu où la culture était d'une telle importance, une ouais, culture que l'on regardait pas seulement pour le plaisir et comme ça par-dessus l'épaule, mais parce que on y croyait fondamentalement que
Entre autres, la définition du Québec, du peuple québécois, passe inévitablement par la culture dont son père, entre autres, André, était un ardent défenseur. Ouais. Cela dit, si tu permets, Stéphane, j'aimerais qu'on revienne au livre et à la construction du livre parce qu'il est Mhm. très construit. On parlait tout à l'heure de collaborateurs, mais avant de savoir plus précisément qui étaient ces collaborateurs, il y a quatre thèmes dans le livre et j'aimerais que tu me racontes ces quatre positions par rapport à Francine Lerondeau. Il y a donc un long entretien qu'elle m'a accordé en 4 temps, que vous retrouvez dans le livre et qui retrace sa passion du cinéma depuis l'enfance jusqu'à, et je le souligne avec un brin d'émotion, Amour de Michael Haneke en 2012. Pour tous les gens qui s'intéressent au cinéma, Amour est un film terminal. Ce chef-d'œuvre absolu de Haneke qui réunit Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva signe, excusez-moi l'emphase, la mort d'une certaine idée du cinéma. Haneke enterre quelque chose avec ce film-là. Georges Privet, un des collaborateurs, raconte qu'il était présent dans la salle lors de la projection de presse de Amour et qu'ils se sont quittés tous les deux sans se parler, les deux submergés d'émotions. Donc, les 4 entretiens permettent de suivre le parcours de Francine depuis son enfance, depuis sa découverte des ciné-clubs, depuis ses années à Paris, jusqu'à la fin de ses jours. Il y a en outre des textes d'elle. C'est que j'ai fouillé dans les archives pour tenter de trouver quelques pièces qui permettent de traduire la manière avec laquelle Francine Laurando approchait le cinéma. Il y La a donc des manière entretiens. Laurando. La Pardon, manière Laurando. la manière Laurando. Oui, sans affectation, sans queue de pan vibratile, je reprends la même expression, où elle Mhm. ne se pose jamais entre l'artiste et nous. Ainsi, il y a des entretiens avec Alain Resnais, par exemple, avec Gilles Carle. Bon, ça, c'est intéressant parce qu'elle a défendu des films qui, à leur sortie, avaient été reçus par une volée de bois vert. Je pense à Claude Jutras et son film Pour le meilleur et pour le pire qui a même fait en sorte que Claude Jutras a été forcé d'aller travailler à Toronto tant le film avait été mal reçu. Francine, là, au contraire, lu ce film de manière très brillante et j'ai souhaité reproduire son texte. Il y a un long entretien avec Gilles Carme, par exemple, qui signe L'ange et la femme ont L'ange et la femme. été... Ouais, le film a été atrocement mal reçu parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas accepter qu'un cinéaste comme Gilles Carle ne s'intéresse pas qu'aux politiques. On est en pleine période d'affirmation nationale. Lui fait, au Mhm. contraire, un film érotique qui aujourd'hui mériterait d'être revu. Et il y a un long entretien qu'elle avait fait à l'époque que je souhaitais important de reproduire. Même chose, son entretien avec Alain Resnais, qui est un des cinéastes, j'ose pas dire de la nouvelle vague, parce qu'il est contemporain de la nouvelle vague, mais n'appartenait pas vraiment à la nouvelle vague, mais cinéaste qui était très important dans les années 60 au moment où elle est à Paris, et son entretien est remarquable. Un texte sur la critique qui lui avait été commandé, que j'ai reproduit, des textes sur Louis Malle, sur Truffaut, qui me semblaient intéressants. Bien sûr, ce ne sont que des morceaux choisis, le livre ne fait pas 800 pages, mais je Mhm. souhaitais quand même qu'il y ait quelques traces. Et il y a en outre des témoignages. J'ai réuni une douzaine, une quinzaine de personnes du milieu du cinéma, cinéastes, critiques, Roland Smith que j'évoquais tout à l'heure, Daudelin qui a été directeur de la Cinémathèque québécoise, Marcel Louise Jean Portal. Quillet, Louise Louise Portal, Portal. oui, qui m'a fourni d'ailleurs une très belle photo prise par son compagnon que j'ai pu reproduire, Louise qui était proche du couple et qui signe un témoignage vibrant. Certains d'ailleurs sont déjà morts entre le moment où j'ai préparé le livre et sa publication. Pierre Jutras nous a quittés, qui était le directeur de la programmation à la Cinémathèque, qui signe un texte immensément touchant. Alors, entre les témoignages, les traces de sa matière, de sa manière avec laquelle elle écrivait la critique, envisageait la critique, mes entretiens, il y a aussi des photos.
C'est-à-dire que grâce à Jérôme Labrec, le fils de Jean-Claude Mm. Labrec, le compagnon de Francine, je le répète, nous avons eu, merci, accès à des archives formidables et on a pu reproduire quelques photos, dont certaines très belles, de la jeune Francine Laurando en scooter à Paris. Ça me faisait très plaisir. Alors, ça crée une sorte de kaléidoscope et Mais je l'espère. faut dire en même temps que Stéphane, Jérôme est un excellent photographe. Ah oui, C'est un maître de la photo. ah oui. Ah oui, et de la même manière que Martin est un des plus grands éclairagistes au Québec, les pommes ne sont pas tombées très loin de l'arbre. Une Ouais. chanson bien connue. N'est-ce pas? Écoute, moi, j'ai passé un beau moment à lire et c'est un livre qu'on peut consulter à l'occasion. Livre de chevet d'une certaine façon, et ça, je trouve toujours ça. On dit pas ça assez des livres ou les livres ne s'écrivent pas assez de cette façon-là, mais en tout Mhm, cas, mhm, ça, c'est mhm, une autre histoire. Alors, Stéphane, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Tu es réalisateur, tu as été animateur à Radio-Canada, etc. Tu as écrit beaucoup, mais tu as aussi été important pour le milieu et le monde du théâtre à titre de, passe-moi l'expression allemande, dramaturge, ou si mhm, on veut, conseiller dramatique pour un certain nombre de metteurs en scène et de gens aussi, mhm. des Et acteurs d'auteur, oui. Ouais. et Ouais. d'auteurs Ouais. impliqués de façon très forte dans le milieu théâtral à une époque où on était en pleine émergence de la Mhm. culture québécoise Ouais. telle qu'on Ouais. la connaît maintenant. Ouais. Je peux même, je crois, me permettre de dire que j'ai imposé la fonction de conseiller dramaturgique, de dramaturge, comme on dit en Allemagne, au Québec. Il y avait eu quelques essais avant moi, bien sûr. Je pense à Jean-Pierre Rempart, qui a été Mhm. secrétaire général. C'était le titre qu'il s'était donné lorsque Jean-Louis Roux était directeur artistique du TNM, mais qui faisait en réalité un travail de dramaturge. Et il y a eu donc quelques essais par la suite, mais j'ai, oui, imposé la fonction à partir de 1992. Mes premières collaborations ont été avec René Richard Cyr sur Les Bonnes à l'Espace Go et Le Malentendu au TNM. Et ensuite, j'ai Mhm. travaillé avec beaucoup de metteurs en scène et j'ai donné un cours à l'UQAM pendant près de 20 ans sur Plusieurs la années, oui. fonction. Oui, et là, j'ai formé toute une nouvelle génération de dramaturges qui, aujourd'hui, s'impose dans le métier parce que la fonction, désormais, je crois, est entrée dans les mœurs. Euh, beaucoup de metteurs en scène, désormais, travaillent avec un conseiller dramaturgique. Beaucoup d'auteurs travaillent avec un conseiller dramaturgique. Et ben, je suis très content que cette fonction, qui, en Allemagne et en France, est reconnue depuis très longtemps, se soit finalement imposée, au Québec. Si je peux y avoir contribué, j'en suis ravi. Je suis pas du genre très name dropping, si tu me passes l'expression, mais je mentionne quand même Brigitte Henkens, tu as mentionné René Richard Cyr, Denis Marleau, Dominique Parenteau-Leboeuf, Olivier Kemed, et Mhm. aussi l'acteur James Hyneman, qui s'est, Ouais. comprends-tu, comme acteur, Oui, oui. imposé de Ouais. par une réflexion sur son Oui, oui. travail et sur sa création. Ça, James c'est a été un partenaire de création pendant de longues années. On a fait des lectures au Katsu et au Musée national des Beaux-Arts de Québec pendant, ma foi, 8 10 ans. Je l'ai aussi accompagné, vous savez, qu'il a publié 3 livres très beaux. Et j'ai été son premier lecteur. Je l'ai accompagné dans sa mise en scène de Scène de la vie conjugale au Katsu. Alors, quelle que soit la voie qu'il empruntait, j'étais pas loin à ses côtés pour souffler sur la braise ou alors créer un filet sous le fil pour que le funambule ne tombe pas ou s'il tombe, quelqu'un soit en mesure de de le l'attraper. rattraper, c'est Ouais. ça. Et puis, oui, c'est des collaborations précieuses parce que Ouais. James, c'est terrible de dire ça de cette manière-là, ça peut sembler terriblement prétentieux, mais n'aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait si je n'avais pas été là pour le tenir et en même Exactement. temps lui donner l'élan pour accéder à la mise en scène et faire des travaux qu'il n'envisageait pas faire au départ. Ouais, et En c'est ça, conclusion, oui, dramaturge. vas-y. Ben, en fait, Finis ta phrase, oui. oui, ben, j'allais dire, ça aussi, ça va sembler d'une prétention folle, mais vous m'entendez rire en le disant, mais le dramaturge a un peu quelque chose du psychanalyste qui est là pour que la parole de l'analysant advienne. Il n'est pas là pour donner une voix.
à ce qui va émerger, mais pour permettre que ça émerge, pour enlever toutes les scories qui empêchent l'accession à la parole et à la création. C'est comme ça que j'ai défini le travail que j'ai accompli auprès de Brigitte, de Denis, de René Richard, Jocelyn Pelletier, par exemple, jeune metteur en scène que je tiens en très, très, très haute estime. Et est-ce que j'ai contribué à faire en sorte qu'ils ouvrent les ailes? Je ne sais pas, peut-être. Chose certaine, eux ont tiré profit du dialogue qu'ils entretenaient avec moi. Absolument. En conclusion, il y a Rossignol. Tu as passé un Hmm? moment à écrire sur sa carrière, sur son travail. Il y a aussi Régine Robin, qui a été très importante. Il y a effectivement ce livre hommage à Francine Norando, mais est-ce que tu as quelque chose en ce moment sur la table? Est-ce que tu es Ben, en train de concocter? je viens de publier un livre web sur les 40 ans du théâtre de l'Opsis, Ouais. qui a été extrêmement important dans l'exploration, la découverte des dramaturgies étrangères et dans le dialogue que l'on avait avec les classiques. C'est disponible sur le site du théâtre de l'Opsis. Et je souhaite, oui, avec l'appui de mon éditeur, continuer à publier des livres sur des grandes figures de notre théâtre. Je ne nomme personne, Winston, mais je crois que tu devines de qui je parle. Il y a de très, très grandes figures, dont une qui nous a quittés en janvier, sur qui je travaille. Et j'aimerais en fait que le livre sur Michel Rossignol soit le début d'une collection de livres sur de grands artistes de théâtre au Québec, parce qu'il n'y a que très peu de traces. Ça, Ouais. c'est quelque chose d'un peu affolant lorsque je parle à mes étudiants, parce que je continue à enseigner. Je leur parle de Hélène Loisel et ils ne savent pas c'est qui. Ça, je trouve ça troublant, là. Et je crois qu'il faut vraiment remédier à la situation et compter sur moi pendant les 40 ans qu'il me reste pour continuer à créer ce genre de livre-hommage. Alors, je tiens à souligner le travail de l'éditeur. Les éditions sont toutes responsables de tes écritures à date, et ce sera la Mhm. même chose pour le quatrième livre, j'imagine. Oui, Bernard qui fait un excellent travail. Alors, chapeau. J'invite les gens à se procurer ce livre en librairie et à passer un bon moment. Là-dessus, écoute, Stéphane Lépine, merci pour ta merci. disponibilité. Merci pour ton excursion culturelle à travers les méandres de la littérature et du théâtre. Merci C'est moi qui beaucoup. te remercie, Winston. Au plaisir. Plaisir.